ça veut dire quoi EPS? Étudiant de la physique sportive. Physique sportive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la soirée de l'EPS numéro 2 de cette saison 4. Faut-il interdire le rugby à l'école? Alors la question elle peut être un peu surprenante, voire même un peu provocante en pleine Coupe du Monde du rugby. Elle fait écho malheureusement à un accident dramatique qui a eu lieu l'année dernière dans le cadre du sport scolaire et qui a mis le feu aux poudres. L'UNSS a immédiatement interdit les rencontres pour essayer nous aimerions ce soir en rediscuter et retravailler. Au même moment, plusieurs organisations ont proposé des alternatives à la fois sur les règles du jeu, sur les formes de compétition et de rencontres, sans pour autant minimiser le drame. Alors, dans cette situation-là, première table ronde autour de la question du rugby à l'école et de la prise de risque. La pratique du rugby serait-elle plus risquée que d'autres activités sportives? Avec nous pour en parler ce soir, nous avons trois invités. Koumba Diallo, joueuse de rugby de haut niveau. Bonsoir Koumba et merci d'être venu nous voir au SNEP FSU. Nous avons aussi Jacques Camille qui est à la fois élu des AS me semble-t-il, mais en tout cas qui est très impliqué dans le sport scolaire et qui représentera le SNEP ce soir sur la question de ce débat-là, de cette rencontre. Bonsoir Camille qui est en direct de chez lui. Bonsoir à tous. Et nous avons Yvan Dury, qui est formateur au SAPS d'Orsay, mais qui est aussi entraîneur à Chili-Mazarin, et qui est impliqué dans le monde fédéral, et qui représentera un peu le regard fédéral sur cette question-là. Bonsoir Yvan. Deuxième partie de soirée, deux professeurs de PS partageront leur expérience pratique du rugby, et nous proposerons des débutants jusqu'aux plus expérimentés une voie, une proposition engagée et pratique pour enseigner le rugby à l'école. Et nous avons donc avec nous ce soir Serge Retches, professeur de PS et membre de l'association Rugby en Mouvement. On aura l'occasion, Serge, à travers cette soirée, de découvrir cette association, ses productions, ses vidéos. Bonsoir Serge et merci d'être présent ce soir. Et nous avons aussi avec nous, toujours un peu dans la même tranche sur la question des pratiques, Gilles Mallet, qui est professeur de PS et membre aussi de l'association et qui présentera aussi des propositions pratiques sur le rugby. Bonsoir Gilles et merci. Et on a demandé aussi dans nos différentes rubriques à un spécialiste du sport co, de donner son regard, Daniel Boutier, qui est donc professeur retraité des universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives et qui est en direct de chez lui, de Bordeaux, ou autour de Bordeaux en tout cas. Bonsoir Daniel et merci d'être rendu disponible. Alors, avant de commencer cette soirée, nous avons toujours un temps qu'on appelle nous l'actu de l'éducation physique et sportive, où nous revenons avec l'un de nos secrétaires généraux, en l'occurrence ce soir c'est Coralie Bénèche, sur l'actualité de l'éducation physique et sportive en 2-3 minutes. Donc sans plus tarder, nous avons cet après-midi interviewé Coralie Bénèche sur 2-3 points qui sont marquants de cette période sur l'éducation physique et sportive. Donc, bonjour Coralie, donc tu es à la DRH, c'est-à-dire la Direction Générale des Ressources Humaines du ministère de l'Éducation nationale. Là, tu as une réunion sur les carrières. Ma première question pour cette actu de l'EPS, c'est que on entend parler en ce moment d'une initiative que vous menez sur le supérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Cette initiative, elle s'inscrit complètement en fait dans tout ce que le SNEP défend depuis longtemps sur la nécessité de la pratique physique et de la pratique par la pratique des APSA sur toute la scolarité et au-delà, notamment à l'université, et sur le renforcement de la pratique physique des APSA en STAPS aussi, puisque celle-ci a fortement diminué ces dernières années. Donc l'idée, c'est vraiment le sport à l'université pour toutes et tous.
Et donc, c'est pendant 2 jours à Rennes? Oui, pendant 2 jours à Rennes, il y aura un certain nombre d'interventions qui parleront et des conditions du métier et aussi un certain nombre de pratiques physiques avec des retours sur l'ensemble de ces pratiques et la façon de pouvoir les organiser au sein du système universitaire. Deuxième sujet d'actualité, mais peut-être qui concerne un peu plus général les questions du travail dans son ensemble. Demain, il y a un appel à la grève. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet appel à la grève? Il concerne qui et quelles sont les raisons principales de cet appel qui est large et qui est même européen? Oui, effectivement, c'est une initiative européenne auquel un certain nombre de syndicats en France ont appelé contre en fait toutes les politiques d'austérité pour l'égalité professionnelle, pour une transition écologique aussi au travail et pour de meilleurs salaires. Parce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, et je pense que à l'éducation notamment nationale notamment, on a en tout cas un certain nombre de raisons de se mobiliser sur tous ces sujets-là, et notamment quand on voit les dégradations permanentes sur les conditions de travail et sur la question salariale qui n'est pas satisfaisante, en tout cas, même avec ce qui est annoncé pour les enseignants par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, faut-il interdire le rugby à l'école? Donc, je rappelle brièvement les faits qui se sont passés l'année dernière. Donc, pendant le sport scolaire, lors d'une rencontre amicale, un élève plaque un deuxième élève et celui-ci est blessé grièvement. L'UNSS et la direction nationale de l'UNSS interdira toute forme de pratique de rugby immédiatement. Quand on dit toute forme, c'est-à-dire toutes les formes dérivées y compris, hein. Donc, première partie un peu de cette table ronde, on voulait partir de ce fait dramatique, essayer un peu de raisonner sur la question du rugby, les risques, comment faire pour essayer de continuer l'activité de rugby. Le rugby est-il vraiment risqué? Alors, ma première question s'adresse à toi, Camille Jacques, donc tu es professeur de PS, et je voudrais que tu reviennes un petit peu sur la réaction du SNEP FSU lorsqu'il a entendu cette décision par l'UNSS. Alors, les faits se sont déroulés le 14 décembre et donc immédiatement, comme tu l'as dit, l'UNSS donc a suspendu jusqu'à nouvel ordre la pratique du rugby sous toutes ses formes. Et du côté du SNEP FSU, du secteur du sport scolaire, voilà, on a une lettre qui est partie le 19 décembre pour justement s'étonner. Alors déjà, bien sûr, pour dire que toute l'association était bien sûr affectée de ce drame et que toutes les pensées déjà allaient vers Mathias, sa famille et ses proches. Mais derrière cela, voilà, nous avons émis donc notre incompréhension par rapport à cet arrêt brutal. Pour une première raison, donc, on trouvait que ça semait un peu le doute sur les compétences professionnelles des enseignants d'EPS. Et ensuite, alors l'accident aussi dramatique qu'il soit, hein, qu'on est loin de le minimiser, mais de nombreuses disciplines ont eu malheureusement à déplorer des graves accidents ces dernières années, en ski, en combat, en escalade, dans les crosses. Et voilà, toutes les activités n'ont pas été suspendues directement suite à ces drames. Donc c'est vrai que on a essayé de réagir rapidement pour essayer un peu par rapport à ça d'apporter une autre réflexion, puisque les vacances arrivant en suivant, voilà, on avait peur un peu de ce qui allait se passer à la rentrée. Si je peux enchaîner sur les dates, voilà, le 6 janvier, du coup, en suivant, on a eu une reprise. L'UNSS a annoncé une reprise donc, du rugby, mais sous la forme du 13 et du 5 sans plaquage. Et au 19 janvier, donc toutes les formes ont été réhabilitées avec le renforcement des mesures sécuritaires et réglementaire. Alors, il faut noter aussi qu'à la rentrée de janvier, on a eu donc au niveau EPS, section sportive, voilà, un appui, souvent des IPR ou au niveau des rectorats, pour dire que le rugby n'a pas été du coup suspendu sur les formes de pratique scolaire.
voilà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire sur la succession des événements. Merci Camille. Alors, parlons justement, tu faisais référence à plusieurs activités dites à risque, comme l'escalade. Donc, essayons de parler un peu des risques en rugby. Côté accidentologie, alors, est-ce qu'on a des éléments dans le temps scolaire, au moins en tout cas dans le temps du sport scolaire, qui font la démonstration que le rugby serait une activité plus à risque que d'autres activités qui pourraient éventuellement venir justifier une décision en disant bon que dans le cadre scolaire, ce n'est pas raisonnable de pratiquer cette activité-là. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien de marquant, on va dire, au niveau des statistiques. Et encore, faudrait-il mettre en corrélation le nombre de cycles pratiqués dans l'ensemble des établissements par rapport aux autres activités et le nombre du coup d'accidents recensés. C'est vrai qu'il faut remettre un peu les choses dans ce contexte-là. Et à mon avis, je pense qu'il faut plus attaquer le problème sur le versant de la formation initiale et continue, si on prend du coup l'exemple du rugby. En effet, plus on est formé dans une activité, plus on est à même de l'enseigner dans des conditions optimales de sécurité, je pense. Et par exemple, alors ça remonte pas si loin non plus, mais dans les années 2010, j'étais dans l'académie de Créteil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Mais c'est vrai qu'il y avait une forte formation Planète Ovale sur plusieurs jours qui existait dans le 93. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, peut-être que vous pourrez m'en dire un peu plus. Mais voilà, à l'époque, l'activité rugby était très, très représentée dans ce département, plus largement même dans l'académie de Créteil. Et il ne me semble pas que les blessures y étaient plus nombreuses en gymnastique, en combat, qu'en APPN ou dans d'autres activités. Enfin, voilà, je pense que, à mon avis, il faudrait le voir un peu sous cet angle-là. Voilà, pour ce qui est, je pense, de l'accidentologie sur cette discipline. Merci Camille. Alors, Yvan Dury, je me tourne vers toi. Bon, toi, tu es à la fois formateur, plutôt monde de l'EPS, mais tu as aussi la casquette du monde fédéral. Alors, comment vous réagissez dans le monde fédéral par rapport, alors peut-être que tu as des données toi aussi du monde fédéral par rapport à cette accidentologie. Vous avez sans doute en permanence une veille, une analyse sur cette question-là. Et comment vous avez réagi par rapport à cette décision? C'est quoi votre regard sur le sujet? La décision, on l'a prise de plein fouet, un petit peu comme ont pu le prendre les collègues de PS, parce qu'effectivement, ça jetait un peu l'opprobre sur la discipline, ça jetait l'opprobre aussi sur la compétence des enseignants et leur capacité à mener cette activité, à la faire agir en sécurité. Donc nous, c'est vrai qu'on a été assez choqués de cette décision qui, pour nous, a été prise un petit peu à brûle de point et qui a généré du coup une grosse incompréhension autour de cet accident. Malheureusement, cet accident, aussi dramatique soit-il, et encore une fois, on ne minimise pas la gravité de l'accident. On a tous eu une pensée tout de suite pour ce gamin, pour Mathias et sa famille. Mais voilà, il faut replacer dans son contexte et par rapport à la discipline. Nous, on a été choqués de cette décision. En effet, après au niveau fédéral, on met tout en place pour que cette discipline, on sait que c'est une activité, le rugby est un sport de combat et d'évitement. Donc dans la dimension combat, il y a forcément affrontement, c'est le seul sport collectif où on a le droit d'amener l'adversaire au sol, on a le droit de charger l'adversaire en attaque comme en défense. Donc effectivement, il y a du contact avec de la vitesse. Donc c'est sur ce critère et sur cet aspect qu'il faut qu'on arrive à gérer les choses sur le traitement didactique de l'activité pour justement pouvoir l'enseigner en sécurité. Dans le milieu fédéral, il y a énormément, je pense que on est la discipline sportive qui est la plus à même à se remettre en question sur l'aspect du règlement, puisqu'il faut savoir que il y a un règlement qui est adapté à chaque niveau de pratique. Donc c'est bien que c'est une activité certes à risque, mais qui se pose aussi beaucoup de questions et qui travaille beaucoup sur son règlement pour l'adapter et pour rendre cette activité la plus sécuritaire possible compte tenu de son caractère spécifique. Voilà. Donc, par exemple, les professionnels peuvent plaquer jusqu'au niveau du sternum. Au niveau amateur, on plaque à la taille. On n'a pas le droit de plaquer à deux simultanément. La cuillère est interdite. Le squeeze ball, c'est-à-dire la libération entre les jambes, est interdite. On a tout un tas de règles qui sont mises en place pour minimiser au maximum les accidents. Sur les mêlées, la poussée est illimitée à haut niveau chez les professionnels. En milieu amateur, c'est la poussée sur 1,50 m au bien du ballon. Voilà, donc selon les différents niveaux, etc. Donc, il y a plein d'adaptations. Et donc, c'est une activité qui nécessite qu'on joue avec les règles, qu'on utilise les règles comme un moyen de formation et d'apprentissage. Et ça doit être aussi mis en place dans le milieu scolaire. Donc, c'est une activité qui doit s'adapter pleinement au milieu scolaire par rapport à ça.
Alors, dans cette soirée, on voulait aussi avoir un peu le regard d'une sportive de haut niveau. Donc, merci Koumba d'être avec nous ce soir. Donc, toi, tu as commencé le rugby tardivement, hein, puisque tu as commencé la pratique du rugby donc en STAPS à Bobigny, en découvrant ça dans le cadre de ta formation professionnelle, fusion professionnelle. Tu es donc aujourd'hui, tu joues au Stade Français. Tu es membre du collectif des équipes de France. Et donc, on peut dire que voilà, tu es totalement dans ce monde du haut niveau. La question que on peut se demander, bon, pour une sportive qui se met tardivement au rugby, c'est ce rapport à l'affrontement, à la rencontre, au contact des autres, puisque tu étais athlète, si j'ai bien compris au départ, voilà. Donc, il y a quand même un changement du point de vue du type de pratique. T'as jamais eu d'appréhension en tant que joueuse sur le contact, sur la rencontre dans les plaquages? Ben, moi, j'ai découvert le rugby en STAPS à Bobigny. Je connaissais vraiment pas cette pratique, que ce soit à la télé ou autre. J'avais jamais pratiqué. C'était une matière obligatoire. En toute honnêteté, au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que se plaquer ou plaquer quelqu'un, c'est pas forcément commun. Donc, je suis allée en cours et ça a été très bien amené. Tout ce qui est plaquage, passe, rug, etc. C'était vraiment sur de différents niveaux et à différents stades. Et petit à petit, on commençait un peu rentrer dans le contact et ça a été très bien amené. Donc, du coup, quand on passait à l'opposition réelle, il n'y avait pas forcément de peur, ouais, d'appréhension ou de peur. Non, pas du tout. C'était vraiment sur la même lignée qu'on avait fait par rapport à la formation. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, maintenant, la question du contact et de l'engagement, bien entendu, il est développé puissance 10 hein, par rapport à ce que tu as pu faire quand tu étais débutante. Comment tu gères cette question-là de cet engagement et est-ce qu'en tant que joueuse, quand tu es un match, tu as cette question de la prise de risque, est-ce que ça fait partie des choses que vous avez vous en parlez? Est-ce que tu l'as dans ta tête? Ben, faut savoir déjà qu'à l'entraînement, t'as plusieurs skills. T'as des ateliers un peu techniques qui permettent un peu de te protéger, que ce soit dans les plaquages, dans les contacts ou autres. Donc, t'as beaucoup de skills de plaquage pour protéger ta tête ou en cas de blessure. Après, non, moi, forcément, en toute honnêteté, j'ai pas forcément d'appréhension. Plus t'as d'appréhension, plus t'as tendance à te plaquer. Et j'y pense pas vraiment. J'y vais, la tête haute et voilà. Je réfléchis pas vraiment à me faire plaquer ou autre. Je pense que, voilà, l'accident dans un terrain rugby, ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est toi et ta chance à tout moment, mais c'est dans tous les sports de combat. Dans tous les sports de combat ou autres, t'as des risques de plaquage. Même un enfant, peut-être, qui va à l'école en marchant sans trop tard, il y a des risques de danger. C'est dans tous les sports et dans la vie de tous les jours. Alors, on voit que dans le regard un peu de nos trois invités, on entend hein, la progressivité, toute la question de la formation, à la fois des jeunes pratiquants. Hein, vous avez à plusieurs reprises insisté là-dessus, sur la préparation avant l'engagement, mais la formation aussi des personnes qui encadrent. On voit qu'il y a une progressivité. On entend de par ce que tu indiques que l'enseignant en STAPS avait une progressivité aussi dans les étapes qu'il pouvait mener. Tu faisais aussi référence à ça. Alors, la question on pourrait se poser, c'est est-ce que vous, là, tous les trois, vous avez des recommandations à faire dans le cadre de la pratique compétitive des jeunes sur lesquelles on devrait vraiment faire attention, prendre en compte pour continuer à développer et démocratiser cette activité-là? Moi, je pense que déjà, chez les jeunes, alors il faut savoir où est-ce qu'on place les jeunes, mais si on place les jeunes à l'école de rugby, ça va être des moins de 6, des moins de 8. Je pense que le rugby, on doit rentrer dans l'activité, enfin, on doit pouvoir rentrer dans l'activité très vite par le plaquage. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, les gamins, plus ils sont jeunes, plus ils sont habitués à tomber, se relever, tomber, se relever. Voilà, c'est naturel chez un gamin de 6 ans, tomber et se relever. Ils font ça tous les jours, tout le temps, en permanence. Ils ont appris à marcher il y a quelques années, mais ça reste quand même quelque chose. Et voilà, ils ont un centre de gravité qui est plus bas. Ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus habitués à toutes ces pratiques-là. C'est aussi pour ça que souvent on les met à la gym ou au judo parce que c'est des activités qui s'y prêtent bien. Et le rugby, il faut qu'on inculque rapidement le plaquage chez les très jeunes parce que plus ils seront habitués à plaquer jeunes et plus c'est un geste technique qu'ils pourront maîtriser. Et en plus de ça, ils ont tous les attributs pour pouvoir plaquer. C'est sûr que si on intègre le plaquage qu'à partir de l'âge de 15-16 ans, à des moments où il y a des transformations physiques et physiologiques qui opèrent, ça peut devenir du coup beaucoup plus difficile pour faire entrer les enfants dans l'activité. Donc je pense qu'effectivement,
un des moyens, paradoxalement, de gérer le contact, c'est de l'intégrer le plus tôt possible, en fait, pour qu'il y ait des habitus et qu'on construise des techniques et un savoir tomber, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Savoir tomber avec le ballon, sans ballon, savoir tomber avec quelqu'un, puisqu'un rugby, quand on plaque, on tombe avec l'adversaire ou avec le partenaire quand on vient se lier à lui. Donc, il y a aussi des techniques à apprendre par rapport à ça. Et plus tôt on l'apprendra, et plus on réduira, à mon avis, les risques d'accidents dramatiques. Alors, juste avant de te donner la parole, j'encourage vraiment nos auditeurs, que ce soit à la fois sur Zoom directement, mais aussi sur Facebook, à faire des commentaires, à poser des questions. On va essayer aussi de reprendre vos questions pour pouvoir les poser ici en direct, pour que voilà, la discussion et l'échange soient plus fluides entre nous. Donc vraiment, n'hésitez pas à réagir, discuter, questionner. Ça permet aussi d'avoir un peu plus d'interaction du point de vue de cette soirée. Alors, Koumba, toi, est-ce que tu as des recommandations en tant que joueuse, mais joueuse éclairée aussi, puisque tu as fait des études? Est-ce que tu as un STAPS à travers ta formation, à travers ton jeu, des idées à proposer justement par rapport à cette pratique des enfants et des jeunes? Alors, on ouvre le champ. Il a totalement bien dit, totalement bien fait. C'est dès plus jeune âge, commencer à faire rentrer directement dans le contact. Après, en termes de formation ou autre, c'est vraiment essayer d'amener le contact le plus vite possible pour que ça soit une habitude. Plus tu as l'habitude de faire quelque chose, plus ça devient une normalité. Donc voilà, peut-être juste par rapport à ce versant-là. Si je peux juste ajouter un petit point, oui. En plus de rentrer de donner l'habitude et les repères techniques et sécuritaires par rapport au plaquage, faire comprendre que c'est une activité qui a une double modalité, et le combat, mais aussi l'évitement. Et du coup, faire comprendre que dans le rapport d'opposition, il y a aussi la lecture des espaces libres et chercher, en fait, à la base, c'est quand même aussi un jeu d'évitement. On parle souvent du rugby à travers le combat parce que c'est aussi une de ses spécificités. On occulte souvent la notion d'évitement et de chercher l'espace plutôt que d'aller dans l'affrontement. Et quand on est sur cette double modalité, dans le combat, il y a aussi la capacité, dans l'adversité, à essayer de jouer plutôt l'épaule faible, aller jouer l'intervalle proche autour de l'adversaire. Il y a toujours un espace à jouer et qui permet d'assurer aussi la vie du ballon et de créer un jeu plus dynamique et plus enthousiaste et plus plaisant pour les enfants. Ça, c'est quelque chose d'important dans la formation. Parfait, merci. C'est des choses qu'on verra justement dans les propositions pratiques de Serge et Gilles en deuxième partie de soirée où ils vont aborder un certain nombre de sujets. Alors, je me tourne vers toi maintenant, Camille. Au niveau de l'éducation physique et sportive, est-ce que, et de ton niveau à toi, est-ce que tu as des recommandations à faire qui doivent être vraiment prises en compte du point de vue de l'organisation des compétitions? Là, on reste plutôt, on va dire, sur le monde scolaire et l'UNSS. Alors, du coup, vous tombez bien. Donc, j'ai reçu un mail, je pense que vous allez le recevoir dans vos boîtes d'ici peu, mais il est arrivé à 18h, donc je vais juste vous le lire. Je ne l'ai pas encore bien analysé, mais c'est sorti donc des CMN rugby, donc des commissions mixtes nationales, qui viennent donc de sortir les réglementations pour l'année à venir. Donc justement, donc dans les collèges et lycées pour le rugby A5 mixte, donc certificat médical non obligatoire et donc rugby à toucher. Avec le livret jeune joueur non obligatoire. Ça, c'était ce qu'on avait dit sur justement un passeport plaquage, voilà ce qu'ils ont mis en place l'an dernier. En Benjamin, donc c'est à noter rugby à 7 mixte, donc à plaquer, certificat médical non obligatoire, mais livret jeune joueur obligatoire. Et chez les midimes cadets et juniors, rugby à 7 et à 10, certificat médical obligatoire. Voilà, ça vient de nous arriver. Par rapport à ça, avec toujours Est-ce que tu peux préciser ce que c'est le livret jeune joueur? Ouais, alors le livret jeune joueur, donc il a été en rugby 2022-2023 et maintenu pour 2023-2024. Il sert à valider donc chaque année. Il est complété par l'obtention d'un passeport plaquage. En fait, ils ont une charte, un passeport plaquage théorique avec un questionnaire et un passeport plaquage pratique. Donc du coup, où pour l'élève licencié en UNSS rugby débutant, où voilà, il doit faire montrer qu'il maîtrise les gestes avant de pouvoir s'engager dans les rencontres. Donc voilà, ça c'est voilà, il y a tout un avec des webinaires. Enfin voilà, j'ai pas encore bien eu le temps d'analyser ce mail qui est arrivé à 18h, mais voilà, il y a des travaux qui sont sortis de la CMN récemment.
par rapport à ça, je voudrais aussi ajouter sur le côté un petit peu sécuritaire, réglementation. C'est vrai que depuis l'accident rugby donc du 14 décembre de l'an dernier, l'UNSS a revu aussi pas l'avoir au niveau pédagogique, mais sur le tarif de l'assurance de la Maïf avec une meilleure indemnisation en cas d'accident, parce qu'il y a eu souci par rapport à ça. Donc voilà, avec les parents qui peuvent prendre aussi une assurance complémentaire qui n'est pas obligatoire et qui peut être déjà comprise dans leur assurance personnelle. Donc ça, c'est un premier point sur le niveau, on va dire, responsabilité et assurance. Et le deuxième point sur lequel on voulait assister, c'est vous l'avez dû le voir sur les prises de licence récentes, où on demande bien à ce que on s'assure que tout le monde a en main les autorisations parentales des parents. Ça, c'est vrai que ben voilà, ça peut aussi, en termes d'accidents et sur les compétitions, mettre au niveau de la responsabilité de l'enseignant voilà, de s'assurer par rapport à ça. Si je t'entends bien, tu es plutôt satisfait des dernières mesures qui viennent de sortir là à 18h, et ça va dans le sens un peu des recommandations que vous porteriez pour développer le rugby à l'école. Oui, ça, pour l'instant, ça va complètement dans ce sens, donc à voir un peu en détail, mais pour l'instant, déjà, on voit que sur les benjamins, même sur la minime, donc ça repart sur un rugby à plaquer avec derrière des mesures pédagogiques par rapport à l'engagement et au règlement. Yuri, je me tourne vers toi, mais sur ta deuxième casquette, plutôt celle du formateur en STAPS. Aujourd'hui, on a une problématique d'ailleurs dès demain, on l'a entendu par la présentation de Coralie Bénèche, on ouvre les assises du sport à l'université avec comme un des soucis majeurs, c'est la diminution du temps de pratique à l'université qui va éviter peut-être, qui ne permettra plus à des joueuses comme Kumba de découvrir des activités sportives, puisque forcément on va réduire le champ des possibles. Mais aujourd'hui, on a aussi la question de la formation continue, qui devient sur le temps de vacances, donc ou le temps le soir, donc ce qui signifie que ça va peser sur une augmentation du temps de travail, donc des contraintes supplémentaires. J'ai envie de te demander, toi, ta casquette de formateur, comment tu perçois cette question-là de la diminution de la pratique théorique et pratique des APSA? Est-ce que, par rapport à notre discussion, ça peut avoir un impact aussi du point de vue du développement des pratiques plus tard des enseignants de PS, dans le sport scolaire, etc.? Alors complètement, et c'est pour ça qu'à l'Université Paris-Saclay, on se bat corps et âme pour défendre les pratiques et les APSA. Donc, faut savoir que nous, on est un des rares STAPS où dès la première année, dès la première année, on demande aux jeunes de s'inscrire dans une spécialité. Et cet enseignement de spécialité le garde sur 3 ans avec une formation théorique et pratique à raison de 3 créneaux par semaine, un créneau de théorie et 2 créneaux de pratique, sachant que bien sûr dans la pratique on mêle la théorie. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une base solide dans sa spécialité et d'en faire presque des experts de leur discipline. Et nous forcément en tant que rugbyman, plus on sera capable de former de spécialistes et plus on a de chances que le rugby intègre le milieu scolaire avec toute sa place et puis une gestion de l'activité qui soit la plus optimale possible. Donc au niveau de la formation initiale, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. On intègre aussi le rugby dans les polyvalences, puisque nous en première année ils ont quand même 6 polyvalences, donc c'est pas rien. Ça veut dire que la place des APSA à Paris-Saclay est importante. 6 polyvalences sur une année, ça fait quand même 3 par semestre, donc c'est assez élevé. Donc on insiste vraiment sur cette pratique parce qu'on estime que de la pratique et de la capacité des pratiquants à faire le transfert entre la pratique et la théorie ça va leur permettre d'être des bons formateurs, en tout cas de bien comprendre les enjeux de l'activité. Après sur la formation continue, quand j'étais prof de PS, je suis toujours prof de PS, mais quand j'étais en collège, j'animais les stages de formation continue en rugby, puisque je faisais partie des enseignants identifiés comme ayant une compétence spécifique dans une discipline. Donc j'encadrais les stages et c'est vraiment très important, très riche, à la fois pour les collègues qui participent au stage, mais aussi pour nous, parce que c'est aussi un moyen de se challenger un petit peu, d'avoir aussi les retours des collègues sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en tant qu'enseignants non spécialistes, etc.
etc. Et c'est toujours des moments de partage et d'échange qui sont très riches et qu'il faut qu'on arrive à préserver et même à cultiver, parce que ça fait partie de la discipline et de notre capacité justement à se renouveler dans nos contenus et à être le plus pertinent possible dans nos interventions. Merci, merci beaucoup à tous les trois de ce regard croisé sur cette question-là. Alors pour continuer notre soirée, juste avant, on voudrait proposer une pause qui se veut humoristique. Donc on a Philippe Paya, qui est un collègue de PS, qui a croisé avec humour, littérature et rugby. Et donc le temps pour nos deux autres invités de se préparer. On fait un petit break et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, le thème, ce sera le plaquage, car il me semble bien que malgré vos 16 ans d'âge, celui-ci est bâclé. Il faut alors l'enseigner. Le plaquage peut se faire de 1000 façons. Avec fierté. J'étais certes m'adultiné, mais je dois te quitter pour aller vers une autre destinée. Avec humilité. Non, mais laisse-moi maintenant, il est l'heure. Et tu le sais, je n'ai jamais été à la hauteur. Avec joie. La vie à deux, c'est bien trop de tracas. Arrêtons maintenant, avant trop de dégâts. Avec sobriété. On en a fait ensemble des barbecues, mais là c'est fini. Voilà tout. Avec franchise. On en a eu ensemble des belles heures. Il faut que je te dise, j'ai trouvé mieux ailleurs. Avec attention, je sais que cela sera dur. Je le vois, ta tristesse, dans tes yeux bleus azur. Avec fermeté, arrête de pleurnicher. Il y avait un avant, il y aura un après. Avec légèreté, oh cette rupture n'est pas si grave, prenons-la sans entrave. Vous l'aurez compris, le plaquage est un art. L'action, c'est de l'intention, mais aussi de l'attention, de la vigilance, mais aussi de la nuance. Le plaquage est un art qui mérite plus qu'on le fasse en braillard. Alors quand vous le pratiquez, faites-le avec subtilité. Car le rugby, c'est comme l'amour, c'est aussi de la poésie. Alors, chers collègues et auditeurs, vous n'hésitez pas, si vous avez envie, vous aussi, de vous essayer à des présentations humoristiques, poétiques, à nous envoyer vos vidéos pour qu'on puisse faire des petites pauses dans nos soirées. C'est aussi une des qualités des profs de PS, de pouvoir, tout en étant sérieux, ne pas se prendre trop au sérieux. Alors, on enchaîne avec la pratique. Avec Serge Retches, donc enseignant d'éducation physique et sportive. À la retraite depuis quelque temps, mais tu restes toujours enseignant de PS, même si tu n'es plus en activité. Alors, Serge, comment on peut s'y prendre pour, avec des débutants, il y a une classe qui débarque, comment on s'y prend? Quelles étapes tu proposes à cette classe-là pour rentrer dans une pratique du rugby, on va dire, sur un premier cycle? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le balisage du parcours de formation de ces joueurs? Oui, alors, on a donc des propositions qui s'enchaînent évidemment sur ce qui a été dit précédemment, sur le fait que le plaquage doit sortir de la hantise de l'affrontement pour l'affrontement et du défi physique pour le défi physique. Je voudrais, en introduction, pour un peu contextualiser, mais j'y reviendra, c'est-à-dire que la question du plaquage et de la violence percute les enseignants de PS de deux manières. La première chose, c'est cette espèce de copier-coller où il faut se sortir complètement du copier-coller, et ça a été bien introduit d'ailleurs par ce clip humoristique sur le plaquage. Il faut se sortir des images du haut niveau que les enseignants, mais que les éducateurs de club ont, c'est-à-dire un espèce de copier-coller d'une pratique de haut niveau où on a dans la tête toutes les images. Alors on dit maintenant, pour reprendre le terme de Fabien Galtier, entraîneur de l'équipe de France, les collisions. Voilà, tout est dit. Et donc, on a d'un côté le copier-coller dans les écoles de rugby, et j'y reviendra, et même aussi des fois en EPS, sur le fait de
on va mettre les élèves ou on va mettre les gamins en randonnion les uns après les autres. Et là, sans rigoler par rapport à la vidéo et au clip, mais on va faire passer tous les gamins sur les sacs de plaquage. D'accord? Tu as ça d'un côté. Et de l'autre côté, tu as la nouvelle donne. Alors peut-être qu'on aura cet échange, mais d'une nouvelle EPS depuis les programmes. Voilà, avec le rugby qui, dans les sports co, est pris dans le champ d'apprentissage 4 et où, dans les difficultés des collègues, et c'est bien naturel, les collègues, ils se disent, mais sur l'opposition, je peux faire du tennis de table, je peux faire du badminton, pourquoi en fait, ou du basket, pourquoi en fait, dans la programmation, j'en rajouterais du point de vue des risques et de mes compétences en tant que prof, d'aller vers l'affrontement, alors que je peux très bien faire des sports d'opposition et que l'objectif, c'est de leur faire goûter à toutes les activités. Bon, on peut un peu les faire goûter à, comme tu disais, Yvan, comme vous le disiez tous les deux, on peut leur faire goûter un peu à l'affrontement, mais voilà, en ersatz, pas trop, quoi, faire attention. Et finalement, pour terminer le contexte à Créteil, puisqu'on citait le stage de Créteil que j'ai animé, j'ai eu le bonheur d'animer pendant 20 ans sur la formation des enseignants de PS, les enseignants choisissent de minorer, voire de faire sortir le rugby des programmations. Et les statistiques étaient claires, là, il y a 4 ans, quand je suis sorti de l'enseignement, il y avait, le rugby tenait pour 4% dans les programmations et essentiellement en 6e. Voilà quelle est. Donc, on assume le fait, donc il faut relativiser les choses, quoi. C'est-à-dire que le rugby est ultra minoritaire. Dans la discussion, dialogue et les propositions, Bruno, notre objectif, c'est non seulement de dédramatiser la question du plaquage, parce qu'on va montrer que c'est un copier-coller, un mauvais copier-coller de ce qu'on voit des images du haut niveau. Donc, notre première idée, c'est de mettre à distance complètement, je le dis à ceux qui nous écoutent, il faut que vous mettiez à distance complètement les images du haut niveau quand vous adressez aux petits. Et pour terminer, tu connais la citation, on en a discuté, Bruno, on s'est retrouvé sur une citation très forte de Philippe Bana, que j'ai sous les yeux, pas Philippe Bana, mais sa citation, où on a invité notre association dans un débat croisé avec Philippe Bana, séminaire culture rugby et Fédération française de rugby, sur la question de l'apprentissage. C'est en 2018. Il disait, donc ça ne percute pas que le rugby, que la Fédération française de rugby, mais aussi, ne restons pas isolés ni figés sur le champ de la compétition, disait-il. Si on ne vend que de la compétition et que du haut niveau, on va crever, disait-il, du point de vue fédéral. Mais du point de vue scolaire, ça veut dire que le rugby sort des programmations, comme on l'a vu. Et pour terminer, on doit être capable d'avoir un éventail large de pratiques diversifiées avec des modèles de pratiques adaptés à nos objectifs de formation chez les jeunes, adaptés à chaque âge. Bon, la Fédération française de handball, tout le monde connaît ses résultats du haut niveau. Voilà. Sur le mini-handball ou le handball à 4, je ne sais pas comment on dit, Bruno, le handball à 4, oui. Sur 400 000 licenciés, la Fédération française de handball fait 120 000 licenciés sur une pratique éducative adaptée. Voilà. Et donc, nous, si tu veux, on n'a pas fait un copier-coller, Bruno, de l'orientation de la Fédé. On citera tout à l'heure nos ouvrages depuis 10 ans maintenant, mais dans la pratique, c'est la même orientation. C'est-à-dire qu'on fait des propositions de règles qui sont adaptées à l'âge, adaptées aux objectifs techniques et tactiques. Et donc, notre premier thème, c'est pour ceux qui nous regardent, c'est de vous mettre devant les yeux d'autres images que les images du haut niveau. Justement, tu dis on a fait des règles adaptées, c'est-à-dire que vous proposez quoi comme premier jeu de rugby adapté?
Alors, je pense qu'il faut lancer la vidéo, Bruno, pour que les gens puissent comprendre l'éventail. Pendant que la vidéo se lance, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce premier jeu que vous nommez d'ailleurs dans les documents rugby handball? C'est quoi le but du jeu? Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Alors, le rugby handball, c'est ça. C'est le fait d'avoir. Donc, on a pris. Ce qui est intéressant pour les gens qui nous regardent, c'est que c'est des vidéos. Pas du tout de gamins spécialisés. Ça, c'est les interclasses qu'on fait en CM2 après 3 mois de jeu. Et donc, tout le monde voit que c'est du rugby handball. Ça, c'est dans les entraînements, dans les cycles avec les enseignants de CM2. On fait à 5 contre 5. Et là, vous voyez un jeu plus complexe à 8 contre 8 où l'objectif, c'est courir, éviter. Et après le toucher, c'est donner la balle. Là, ça, c'est une pratique suite justement à l'accident de l'UNSS qui a proposé un rugby à toucher. Ça, ce sont les interclasses départementales de Seine-Saint-Denis. Et donc, vous voyez que c'est un jeu d'évitement où on recherche la vitesse de passe, l'évitement à distance, les 1 contre 1 après le toucher et les 2 contre 1. Donc, c'est une pratique intéressante. Le niveau 3, toujours en pratique vert. Vert, ça veut dire que on n'est pas dans l'affrontement. Ça, c'est les poussins à l'entraînement que j'ai eu l'année dernière avec remise en jeu très rapide et jeu de 1 contre 1, puis évitement, toucher et 2 contre 1 à niveau qui permet la continuité et le démarquage. Donc, c'est des pratiques qui structurent le jeu et la vitesse gestuelle et le démarquage. Ça, c'est un autre type qu'on a rajouté toujours aux interclasses. C'était l'après-midi dans d'autres où on a rajouté. C'est le toucher stop, qui est encore plus difficile pour les gamins. Le gamin, il touche, il met la balle à terre. Ce qui est intéressant, c'est la relation entre le relayeur que vous avez qui prend la balle et de déclencher sur la prise d'information. Alors, orange, parce qu'on commence à rentrer dans l'affrontement, ça, c'est les poussins à l'entraînement. Donc, on n'a pas voulu tricher. On n'a pas voulu vous mettre des gamins, des gamins. Moins de 10 ans, donc, du coup. Voilà, c'est des 10 ans, des 10 ans. Et donc, vous voyez que sur le bloqué stop, passé, il commence à y avoir l'affrontement. Voilà. 2 secondes, 3 secondes, et on recherche la continuité du jeu après. On continue à monter dans l'intensité de l'affrontement avec les 1 contre 1 et le blocage avec les premières chutes au sol, puisque le gars ou la fille qui a la balle doit au minimum garder la balle 2 secondes pour chercher pour la continuité du jeu. Vous voyez le temps d'affrontement qui commence à monter et la continuité du jeu qui s'instaure soit en 1 contre 1, voilà, 1 contre 1, là il y a affrontement et il va au sol, il a perdu la balle. Donc progressivement dans le jeu, on construit et l'affrontement et la continuité du jeu, comme vous le voyez, avec la vitesse de passe. Et donc, on arrive finalement à la définition du rugby de mouvement, voilà, qui est le centre de gravité, c'est le niveau 4 de l'engagement physique. C'est pour ça qu'on a dit que c'est le centre de gravité, parce que ça permet. Et donc, ça, c'est un exemple de, vous le voyez, de tournois des poussins de Bagnolet en rouge et qui ont construit le jeu. Donc, on termine sur ce que donne l'affrontement et la continuité du jeu, affrontement potentiel permanent et liberté de la balle, où on arrive finalement avec des gamins qui ont là 4 mois de pratique, un peu plus, là c'était au mois de mars, avec des gamins qui s'engagent dans une séquence de jeu à 6, 7, 8, 9, 10 passes et à construire un jeu collectif avec l'affrontement, avec le contact, mais dans la vie permanente du jeu. Et pourquoi c'est le centre de gravité? Parce que c'est le centre par rapport à la logique de la règle où il y a l'affrontement, mais où on cherche en permanence la vie du jeu. Voilà, donc finalement, le centre de gravité permet d'arriver à la définition du rugby, qui est en quelque sorte le Graal, quoi. C'est-à-dire que tout le monde recherche, mais c'est quoi votre truc, le rugby de mouvement? C'est quoi l'héritage de Leplassia? C'est très simple, c'est l'affrontement potentiel permanent, c'est-à-dire que le joueur a toujours initiative, soit d'éviter en 1 contre 1, en évitement. Tout le monde a dans la tête, évidemment, les extraordinaires contre-attaques de l'équipe de France avec le trio infernal Dupont, Ramos et Ntamak, avec des gens qui donnent, donc on a d'autres vidéos là-dessus, évidemment, mais le jeu de rugby de haut niveau, ce n'est pas que l'affrontement, quoi. Ce n'est pas que le rentrer dedans. C'est à chaque moment, les joueurs décident d'utiliser un droit des joueurs
qui leur permet de choisir soit le 1 contre 1, soit le 2 contre 1, soit l'évitement, soit le contact et ce qu'on appelle maintenant la pass offload, c'est-à-dire le contact avec la vitesse de passe. Il suffit de voir, tu peux enchaîner là-dessus, mais c'est une des caractéristiques de la formation de haut niveau, Yvan, que vous connaissez mieux tous les deux, qui est la caractéristique de la formation maintenant française. Les moins de 20 sont 3 fois champions du monde avec un type de jeu extraordinaire sur la libération de balles et l'équipe de France aussi des filles et l'équipe de France à 7 qui a été 3e au JO, voilà, et qui développe un rugby fantastique de libération de balles et de libération de contact. Merci. L'ensemble de la production que vous réalisez va être disponible dès la semaine prochaine sur le site Culture Rugby en Mouvement et Témoignages. Tout à fait. Là, on a en avant-première la une du prochain ouvrage qui va être publié. Je sais pas si on le voit, c'est un peu fou peut-être, mais on va le rendre disponible aussi sur notre site pour l'ensemble de nos auditeurs. On renverra vers un lien vers votre site. L'ouvrage sera téléchargeable. On rentrera éventuellement tout à l'heure dans un plus de détails. J'aimerais juste te demander, donc du coup, Kouma, par rapport à ce que notre collègue dit, Serge Rettiès, sur la caractérisation du type de jeu, est-ce que tu perçois aussi ça en équipe de France aujourd'hui, ce type de jeu-là qui est déployé? Est-ce que ça vient, on va dire, ruisseler jusqu'en équipe de France? Est-ce que tu ressens ça? En tout cas, bravo pour ces différents ateliers parce que je m'y reconnais totalement et c'est très beau. Franchement, bravo à montrer dans tous les écoles de rugby. Nous, je me reconnais totalement parce que nous, le rugby féminin, on est moins dans l'affrontement, on est plus dans l'évitement. On est plus un jeu assez plaisant à voir, plus avec des skills et à prendre l'intervalle. Donc, c'est tout à fait notre genre de jeu qu'on prône un peu, qu'on veut susciter. Et on a eu de très bons retours par rapport à ça, parce que généralement, quand on compare les filles et les garçons, c'est que votre jeu, les filles, c'est un peu plus plaisant, parce que vous êtes plus dans les vêtements et moins dans le jeu au pied ou dans l'affrontement. En tout cas, c'est très bien, très beau. Et lors des entraînements, c'est aussi ce que prend le coach. Voilà, essayer de trouver les espaces libres et de trouver les zones libres du terrain pour aller briquer à la ligne et aller marquer. En tout cas, bravo. Alors, pour continuer la discussion, on a une petite rubrique qu'on essaie de faire dans les activités qui s'appelle la rubrique Regard, où on demande à une personne qui a travaillé à partir de recherches scientifiques, qui a une expérience acquise sur une activité, sur un sujet. Donc, ce soir, merci Daniel Boutier d'avoir accepté de jouer au jeu du regard. C'est toujours une contrainte puisqu'on a un temps réduit pour donner des informations. Donc, tu as publié de nombreux ouvrages et publications diverses et variées sur la question des sports collectifs et en particulier en rugby. Alors, dans le monde des sports co, il y a un débat qui, on va pas dire qui anime de façon impressionnante l'ensemble des sports co, mais qui traverse très souvent les sports co, c'est cette entrée. Est-ce qu'on rentre par la dimension technique, les apprentissages les fondamentaux techniques, on pourrait les détailler, mais globalement, la passe, le tir, on retrouve ça dans beaucoup d'activités qui seraient la base pour développer ensuite le jeu, et on aborderait dans un deuxième temps la dimension tactique. Donc, c'est plutôt une entrée technico-tactique, ou inversement, certains, et on voit à travers ce que Serge annonce, qu'on a des entrées plutôt, alors, je sais pas si on pourrait la caractériser comme ça, mais plutôt par la dimension tactique du jeu. Serge n'avait jamais dit qu'il faisait des apprentissages de base avant de pouvoir jouer, mais il était plutôt sur des jeux qui allaient par les règles et le déploiement et l'exploration de ces règles développer des compétences chez les joueurs. Comment ça se passe? On a certains de tes articles qui justement disaient que cette entrée-là allait permettre une accélération des transformations des joueurs. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette idée-là, comment on la caractérise, et sur ce qu'on sait aujourd'hui du point de vue de la formation de jeunes joueurs, joueuses dans les sports collectifs? Alors, effectivement, que ce soit en France ou à l'étranger, puisqu'il y a un courant qui s'appelle Teaching Game for Understanding, c'est-à-dire apprendre les jeux par la compréhension des enjeux qu'il y a dans le jeu, un certain nombre de travaux ont montré que l'apprentissage, y compris technique, est beaucoup plus rapide lorsqu'il est contextualisé. Parce qu'en fait, une technique gestuelle, c'est une réponse à un contexte momentané de jeu qui va faire qu'on aura à choisir plutôt de jouer au pied, plutôt de porter le ballon, plutôt de le transmettre à la main par des passes. Et c'est le contexte qui va donner sa forme à l'exécution gestuelle. Donc, si on fait travailler des gens techniquement sans le contexte qui justifie cette technique et qui lui donne du sens et une forme, eh bien, c'est un peu un apprentissage à l'aveugle
qui va être très répétitif et qui va être long à porter ses fruits. Donc, on parle effectivement d'apprentissage plutôt tactico-technique. Et c'est le sens de l'action qui donne la forme au geste. Et donc, je dis souvent à mes étudiants, puisque j'étais formateur en STAPS, ou aux joueurs en club, à l'époque où Gareth Edwards a inventé la passe vissée, qui est une passe où le ballon est transmis sur son axe horizontal avec une rotation qui va plus vite et plus loin, eh bien, malgré cette belle passe, on n'a jamais vu le ballon transpercer un joueur adverse pour atteindre le partenaire qui serait derrière lui. Là, une passe moins académique pour le rugby, mais qui serait une passe en cloche type basket, sera beaucoup plus efficace, ou une passe au pied. Donc, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est pourquoi et comment réaliser une technique, lui donner tout son sens. À ce moment-là, on l'apprend beaucoup plus vite et on l'utilise de façon pertinente en contexte de jeu. C'est inutile d'être très bon plaqueur si on va plaquer un joueur sans ballon. On sera puni par le règlement. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que l'entrée que Serge vient de présenter, où finalement on rentre beaucoup plus par des jeux que par un apprentissage systématique, gestuel, est-ce que on va retrouver, alors parce que est-ce qu'on va, ça peut être plus plaisant à la limite du point de vue, mais est-ce que l'impact du point de vue de la formation du joueur va être plus important, et est-ce qu'on va pas avoir à un moment donné une difficulté dans ces joueurs qui vont pas maîtriser la passe? Il va falloir alors dans ce cas-là, on va avoir des joueurs qui vont peut-être jouer vite vers l'avant, mais qui vont être très imprécis du point de vue de la qualité du jeu. Alors, en fait, ce jeu, c'est le creuset de la formation des techniques. Le règlement, les règles proposées définissent ce qui est autorisé pour les joueurs, les possibilités qu'il y a d'action. Et donc, on est déjà dans le développement de la technique quand on est dans le jeu. Et on peut, lorsque les enfants ont compris dans quel contexte une technique est pertinente et quelle est la forme qui peut être la plus performante dans tel ou tel cas de figure, on peut passer à un travail systématique. Il est plus rapide parce que l'enfant a une image mentale du pourquoi et du comment il doit réaliser ce geste. Donc, ça n'interdit pas un perfectionnement technique qui sera à revoir aux différents âges des pratiquants en fonction de l'évolution de l'adversité et de leurs propres capacités physiques et gestuelles. Merci Daniel. Alors, un deuxième débat vif dans le monde du rugby, on le pose souvent de façon presque en tension, on va dire en opposition, plus qu'en tension d'ailleurs, c'est le rugby, sport d'évitement ou de combat. Comment toi tu travailles cette tension entre évitement et ou combat? Est-ce qu'il faut rentrer par l'un, par l'autre? Est-ce que tu trouves que la façon dont le débat est posé est juste? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur ce sujet-là? Alors peut-être un petit préalable pour revenir sur le débat, pourquoi faire du rugby dans le cadre des sports collectifs à l'école, a fortiori au club. Il faut quand même être conscient que un des éléments riches du jeu et qui va participer grandement au développement humain, c'est effectivement de se confronter, on l'a dit, au choc et à la chute, mais y compris d'une façon particulière, puisque on est dans le cadre collectif et souvent on va accepter ce choc et cette chute au bénéfice d'un partenaire qui va être libéré dans un espace libre. Donc en quelque sorte, on va être conduit à se dépasser individuellement au bénéfice du collectif de son équipe. Donc ça justifie pleinement, effectivement, comme le disait Yvan Dury tout à l'heure, de ne pas reporter au calendes la confrontation au choc et à la chute. Et en même temps, il faut pouvoir y rentrer en étant préparé progressivement, comme ça a été très bien dit par Koumba Diallo et par Serge Retches, par étapes. Et donc, la proposition qui a été faite là, de différentes formes évolutives de règles qui ouvrent des possibilités nouvelles à chaque étage de se construire en tant que joueur d'une équipe de rugby, c'est effectivement un élément important. J'ai dû oublier une partie de ta question. Non, ça va. Sinon, c'était justement comment tu percevais cette tension-là aujourd'hui, qui est souvent mise en fait, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas combat ou évitement.
Parce qu'en fait, l'évitement, c'est une forme de combat. Ça ne fait que déplacer le nouvel endroit, il va y avoir contact. Le jeu au pied, c'est déplacer encore plus loin, si on a un coup de pied long, un affrontement potentiel. Et en même temps, on n'est pas dans un sport de combat, au sens spécifique du terme, parce que le gain de l'action et le gain du match, c'est pas la mort réelle ou symbolique, comme en boxe ou comme en judo, où il s'agit de mettre KO ou de mettre sur le dos un adversaire. Là, ce n'est qu'un outil pour se rapprocher, pour empêcher l'adversaire de se rapprocher de la cible, ou si on parle de la percussion, pour se rapprocher de la cible qu'on veut atteindre nous-mêmes. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je rappelle que tu étais professeur à Bordeaux sur les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et on pourra aussi mettre à disposition un certain nombre d'articles que tu as pu écrire à la fois sur les sports collectifs, sur l'éducation physique et sportive et sur le rugby. Merci beaucoup de ton regard pour cette soirée-là. Alors, je continue avec toi, Gilles Mallet, pour cette dernière séquence. On a bien vu avec Serge les premières étapes de construction d'un joueur ou d'une joueuse. Là, on a un joueur qui commence à courir. On a vu que on commençait à avoir une zone de combat où les enfants commencent à s'attraper, à se serrer. Bon, on se dit, mais après, comment on continue? Comment on va aller vers un plaquage qui va peut-être être de plus en plus avec un passage vers le sol important, avec plus de vitesse. Comment vous gérez cette bascule-là? Parce qu'autant, là, on voit le premier cycle, plus ou moins, Serge, hein, c'est un premier cycle. Deuxième cycle de rugby, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? Ben, ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut voir d'abord, c'est ce qu'on a pu dire jusqu'avant là. Premièrement, c'est le contexte du jeu. C'est le jeu qui va faire émerger des techniques, qui va faire émerger des tactiques. Et ce dont il faut bien se rendre compte, et surtout pour les enseignants, c'est la vitesse à laquelle vont se faire les choses. On a dit que tout se faisait à la hauteur du ballon. Donc quand on disait, il va peut-être y avoir de l'amélioration technique, l'amélioration technique, elle va venir de la vitesse des joueurs. Plus on va aller vite, plus la logique de réception de balle et puis la passe à un partenaire va devoir se faire de plus en plus vite. Donc, c'est le contexte qui va faire ça. Donc là, dans cette progression pour nos élèves et puis pour les joueurs dans un club, c'est justement les variables qu'on va utiliser pour que ça aille plus vite, pour que ça aille plus fort. Donc les variables, ça peut être le terrain. Si on veut que les joueurs courent plus vite, on va leur donner plus de liberté dans l'espace. La liberté dans l'espace, c'est la largeur. Si on fait un terrain plus court, ils ne pourront pas aller ni à gauche ni à droite, donc il y aura plus d'affrontements. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que donc il y a un continuum comme ça, on peut gérer petit à petit l'engagement physique par la vitesse, par le nombre de joueurs, par la largeur du terrain. On peut gérer un petit peu l'intensité et les droits du joueur à intervenir physiquement dans cet affrontement dont on parlait tout à l'heure. Donc, Serge, ce qu'il a présenté tout à l'heure en vidéo, il a fait apparaître ce qu'on a mis en tableau, ce qu'il a mis en tableau avec des droits des joueurs qui évoluent. Et on voit que ces droits des joueurs, plus ça va, plus ils donnent de droits à la défense pour intervenir physiquement sur le porteur de balle, et puis des droits aussi pour l'attaque, à conserver le ballon, peut-être aller au sol, et donc il y a des progressions comme ça. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'enseignant ou l'éducateur de club, il doit avoir cette double logique de, effectivement, il y a de l'évitement, mais on n'oublie surtout pas l'affrontement. Et alors, toutes ces formes de jeu, elles permettent, par exemple, à un enseignant, et là, tout à l'heure, moi, je sors d'un stage que le SNEP a organisé pour l'entrée dans le métier, et les collègues, là, il y avait 25 collègues qui sont venus faire du rugby pendant 2 heures. Bon, et bien là, il faut montrer que en faisant développer du jeu touché, par exemple, où là, la contrainte physique, de l'engagement physique et du contact n'est pas trop importante, et qu'on va pouvoir être sur un jeu de course et de passe qui va obliger le joueur à faire des passes, parce que au moment où il est touché, on lui donne l'autorisation de courir encore pendant 2 secondes. On a vu les petits là qui couraient pendant 3-4 secondes avec le ballon, ce qui donne de la liberté. Et puis émotionnellement, quand vous êtes touché, que vous continuez à courir, nous on se rend pas compte. Mais un gamin de 10 ans, quand il est
est touché, il a eu quelque chose physiquement. Et le fait de pouvoir courir et de mettre de la vitesse et de faire une passe, émotionnellement, ça se gère, ça. Ça s'apprend. Et donc, tous ces jeux-là vont permettre aussi que les jeunes, avec des 6e, des 5e, vont gagner de l'autonomie et vont peut-être même pouvoir gérer tout seul. À un moment donné, on va pouvoir faire des montantes descendantes, par exemple, sur du toucher passé à 3 contre 3 sur plusieurs terrains. Ça nous permet, nous, en tant qu'éducateurs, toucher passé, c'est un toucher pour 2 secondes. Je suis touché, j'ai 2, 3, 4, pourquoi pas 5 secondes, par exemple, pour faire une passe. Si j'ai dépassé ce temps pour faire la passe, je donne la balle à l'adversaire. Toucher peu importe où, peu importe. Alors voilà, on va donner des règles. Toujours, c'est les règles qui vont déterminer la technique. On va donner des règles de manière à ce que le toucher soit fait entre les épaules et le bassin. On ne touche pas au niveau des pieds, c'est dangereux. À la tête, on peut donner un coup. Voilà, donc c'est des touchés comme ça. On peut donner l'ordre de s'arrêter quand on est touché ou de courir et de pouvoir faire une passe. Les intentions seront toujours derrière avec un objectif ou tactique ou technique. Le fait de toucher et de faire 2 secondes pour courir, ça va permettre de faire des passes en courant, en avançant. Donc, ça va permettre d'utiliser des soutiens. Par contre, le fait de poser le ballon quand on est touché, ça va solliciter des soutiens qui vont venir dans l'axe pour jouer. Voilà, donc techniquement, on n'a pas les mêmes objectifs. Mais par contre, quand on a des élèves comme ça qui sont autonomes, l'éducateur, lui, va pouvoir se centrer sur des exercices toujours de jeu, hein, avec une opposition, avec le droit de contre-attaquer, le droit de récupérer la balle, sur un espace plus restreint, où là, on va pouvoir travailler le contact, où il va y avoir des plaquages, parce que ça demande une attention effectivement particulière, et c'est pour ça souvent que les enseignants en ont peur, parce qu'ils pensent qu'il faut faire du plaquage avec tout le monde, ou alors faire du plaquage 1 contre 1. On a encore montré cet après-midi que le plaquage dans le jeu, c'est quelque chose qui peut être progressif. Par exemple, si on donne la balle à l'équipe qui attaque, en la faisant reculer, on donne donc l'avantage à celui qui défend, puisque c'est lui qui monte sur l'attaquant. Et l'attaquant, lui, reculant, il va avoir du mal à avancer, il n'aura donc pas de vitesse, donc il y a une sécurité énorme. Deuxièmement, si on donne, par exemple, le fait de toucher avant de plaquer. Le fait de toucher va mentalement et psychologiquement préparer à la fois le porteur de balle, mais aussi le défenseur qui sait qu'il doit toucher, puis après se placer. Ça laisse du temps, et ce temps de 1 seconde, 2 secondes, il est important dans l'image mentale de l'élève. Il est dans son projet technique, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte. On disait tout à l'heure, Daniel Buttier disait, la technique, elle est toujours issue d'un contexte. Eh bien, il n'y a pas un plaquage. C'est pour ça que ça nous fait toujours rire quand on voit des joueurs, un genou au sol, plaquer une personne qui a arrêté. Non, il n'y a jamais cette situation en rugby. Et elle est donc dangereuse. Donc, Gilles, on a bien vu là, dans l'évolution que propose Serge, on est à 3 contre 3 ou 4 contre 4. Des petits effectifs, voilà. Ouais. Le terrain doit être large. Nous, pour des jeunes, on se donne entre 3 et 4 mètres de largeur. Ça permet aux joueurs d'avoir de l'espace à gauche, à droite. 3-4 mètres par joueur. Par joueur. Ça fait un terrain pour 3 contre 3 de 9 mètres à peu près. Et en longueur, on est sur... Alors tout ça dépend. C'est intéressant au départ que les jeunes vivent très vite la situation de marque, comme au handball. Donc, des terrains courts au départ. C'est très intéressant parce qu'ils ont le bénéfice et la joie de, dès l'instant où ils ont battu un adversaire, d'aller marquer. Ou alors avec une passe. Voilà. Donc, au début, effectivement, il faut que ça soit court, c'est facile. Mais on s'aperçoit que petit à petit, il va falloir agrandir. Mais on l'agrandira. Pas comme ça parce qu'on se dit, allez, maintenant on l'agrandit. Non. C'est parce qu'à un moment donné, il y aura une nécessité de jouer au pied, peut-être. Il y aura la nécessité. Mais ça, on va pas jouer au pied tant qu'il y a des espaces et qu'on peut courir. Pourquoi un joueur va se libérer le ballon alors qu'il peut courir et marquer? Donc, tant qu'il n'y a pas cet affrontement sur la même ligne de 3 joueurs, eh bien, il n'y aura pas besoin de jouer au pied. Donc, le terrain n'a pas besoin d'être trop long. Tant que le joueur court et marque, on continue à développer ce type de jeu-là. Donc ensuite, toi, tu vas vers l'idée de... on a vu dans l'évolution de Serge qu'il y a un règlement qui change, des joueurs qui vont changer, s'impliquer de plus en plus dans la course rapide vers l'avant. Toi, tu dis, donc après, là, on arrive sur toucher, libérer. Mais à quel moment tu introduis la question du plaquage? Est-ce que tu peux nous dire, dans l'évolution réglementaire, à quel moment tu l'introduis? Comment tu l'introduis? Parce que tu viens de faire référence à toucher puis plaquer.
Est-ce que c'est systématique de cette façon-là? Voilà. Est-ce que tu peux essayer de revenir sur un peu un balisage? On l'introduit, j'ai envie de dire, on l'introduit dès qu'on peut, très très vite, par des doubles situations. Des situations où on va courir et éviter, et des situations à côté où on aura des terrains beaucoup plus réduits pour que le contact se fasse très rapidement. Donc on peut pas dire le rugby c'est d'abord du toucher passé et des grandes courses, et puis quand ils sont capables, non, c'est pas un prérequis. Hein? La course et l'évitement n'est pas un prérequis au plaquage. Non, c'est deux choses qui vont ensemble. Mais on s'est aperçu que quand on les mettait dans des situations spécifiques qui entraînaient un comportement d'adaptation, comme disait Daniel Boutier tout à l'heure, dans un contexte bien précis, eh bien, l'apprentissage technique, psychologique, mental était plus rapide. Donc, faire des situations où il y a de l'espace pour qu'ils courent, et puis d'autres situations où s'il y a un espace plus réduit, où le contact va être obligatoire parce que le fait d'éviter, on va pas pouvoir éviter beaucoup, et là, donc, il y aura des attitudes. Donc, d'abord, des règles à donner, toucher, passer, par exemple, ou alors toucher bloc, c'est stop, c'est-à-dire que je suis touché, je m'arrête, mais j'ai le droit quand même de faire la passe, ce qui va permettre au défenseur pendant ce temps de revenir par son camp et d'avoir une position sur laquelle on va pouvoir travailler dans le jeu, là, pas isolé, mais dans le jeu en lui disant baisse ton épaule, mets bien l'épaule au niveau du bassin et pousse, serre les bras, fais-le tomber, et ils vont tomber, et on va voir que petit à petit il va y avoir du plaquage. Et dès l'instant où ces deux variables de jeu peuvent rentrer petit à petit en une seule, c'est ça qui est le plus difficile, à mon avis. C'est à quel moment on peut mettre des joueurs sur du plaquage, même du toucher plaqué, dans des grands espaces. Alors là, c'est toute la finesse, et ça, c'est notre rôle d'enseignant et d'éducateur, dire, voilà, là, on est dans le moment, je cible, là, ils peuvent y aller. Pourquoi? Parce qu'on aura vu que dans le premier, les plaquages auront été acceptés, qu'il y aura une sécurité totale par le plaqueur qui emmène le plaqué au sol sans qu'il y ait des hurlements, sans que ça génère de l'agressivité, sans que ça génère du danger. À ce moment-là, on se dit, là, c'est bon, on peut y aller. Voilà, donc c'est du constat, c'est de l'observation de nos jeunes, de dire, ah, là, vous êtes prêts. Voilà. Alors là, tu as présenté un peu comment tu as introduit cette règle du plaquage, mais je t'ai dit, peut-être je vais réduire l'espace de jeu, il va y avoir de plus en plus une ligne d'affrontement qui va augmenter de pression. Comment est-ce qu'il y a jamais des regroupements? On a dit tout à l'heure qu'il peut y avoir combat, évitement. Comment tu introduis la question du combat? À quel moment tu vas dire à tes élèves ou à des jeunes, bon ben là maintenant il faut pousser plus que courir dans les espaces libres? Comment ça se passe, cette question-là? Alors ça va venir par le jeu lui-même et par l'évolution des joueurs et des joueuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès l'instant où les libérations, le fait d'être par exemple bloqué, stop, donné, va amener une marque des essais rapides. Dès l'instant où il y a un trop gros déséquilibre pour l'attaque, dès l'instant où on voit qu'il y a beaucoup trop d'essais marqués et que donc les jeunes vont vous dire c'est trop facile, là on va donner une petite variable supplémentaire à la défense, un droit supplémentaire à la défense d'amener au sol. Et puis après, on va voir que là, la défense va prendre le pas. Donc là, on va dire, bon, bah là, on a le droit de jouer au sol. Dès l'instant où là, on va donner l'autorisation à l'attaque de passer par le sol. Et donc là, on va avoir ou des passes au sol, mais aussi peut-être des moments où il va être bloqué parce que la défense va les bloquer et on va rentrer sur ce qu'on appelle des rucks. Donc nous, on n'est pas du tout anti-ruck. Justement, on dit que ça fait partie du jeu, mais c'est un événement du jeu. Ruck, donc c'est un moment donné où il y a une phase de jeu où le ballon est arrêté parce que le porteur de balle est tombé, plaqué par un joueur au sol. Ce joueur doit se dégager de la zone, il n'a pas le droit de jouer le ballon tout de suite parce que sinon il y aurait du combat au sol et c'est très dangereux. Et là, où le ballon est libre et les joueurs peuvent le prendre tout de suite, ou alors, s'il y a deux joueurs qui s'opposent, il y a une ligne d'hors-jeu et chacun doit être dans son camp. Donc ça, c'est important. Je vois un petit geste de demande de parole. Non, je disais juste que sur le ruck, maintenant, c'est un seul joueur, il suffit d'un soutien offensif, il n'y a pas besoin d'avoir deux joueurs en opposition au-dessus du ballon. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est l'évolution des joueurs de haut niveau. Des joueurs de haut niveau. Par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'attention, ça, c'est du joueur de haut niveau. Si on commence à apprendre à nos joueurs uniquement parce que t'es comme ça y est, il y a un ruck. Oui, pour la ligne d'hors-jeu, mais attention à l'aspect physique, technique, et de pas venir se placer simplement comme ça. Donc attention pour les jeunes. Toujours pareil, ce regard
toujours avec un filtre de ce qui se passe au haut niveau. Alors, dans ce que vous décrivez, j'ai pas entendu parler d'arbitre. C'est vous les arbitres? Qui arbitre? Comment vous gérez cette question de l'arbitrage dans les situations que vous proposez? Alors moi, par exemple, nous, ce qu'on préconise, c'est sur le scolaire, c'est que très vite faire entrer la notion de la règle, parce que quelqu'un qui joue bien doit bien connaître le jeu. Et comme nous, on est tout le temps en train de parler des règles, eh bien, il faut que les jeunes s'approprient les règles. Moi, je dis toujours, dis-moi avec quel règlement tu joues, je te dirai combien tu vaux en scolaire, en EPS. C'est-à-dire que je leur parle toujours de la règle. Ils se rendent compte de l'intérêt de la règle. Cette règle, elle me donne un droit, elle me donne un pouvoir. Et puis, si ça s'équilibre, on va redonner puisqu'on veut toujours être dans l'égalité des chances. Donc, on est toujours en train de parler de la règle. Par contre, moi, ce que je crois, et c'est là où on peut attaquer les textes officiels là, par rapport au bac, sur les AFL 3, ou les AFL 3 surtout, mon joueur, il arbitre. Mais ça veut rien dire. Alors, il est passif, il est décisif, non. Un élève qui arrive en seconde et qui a fait du rugby, il peut pas arbitrer un match de rugby. Il peut pas arbitrer un match de basket après avoir fait seconde, première, terminale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arbitrer les règles avec lesquelles on l'a fait travailler. Donc, il peut très bien apprendre. Moi, ce que je dis, c'est que chez les petits, une règle, un joueur. 2 règles, 2 joueurs. Voilà, et chaque joueur va fixer sa règle. Donc, nous, on pense qu'effectivement, l'arbitre en scolaire, l'arbitrage, il est tout le genre. On va fonctionner avec un terrain et 3 équipes. Il y a 2 équipes qui s'affrontent, une équipe qui va être sur l'arbitrage avec deux par exemple au centre, ou ça peut être qu'un, mais 2. Et puis, par exemple, il peut y avoir un arbitre qui va s'occuper du toucher 3 secondes ou toucher 2 secondes. Il dit toucher 1, 2. Et là, est-ce que la balle a été donnée ou pas? Et puis l'autre va s'occuper de l'en avant. Mais on peut pas donner toutes les règles à gérer à des élèves. Et moi, je pense que même en terminale, on peut pas. Moi, quand j'entends des collègues qui me disent « Oh ben oui, l'arbitre, je lui donne le sifflet, il n'y a pas de problème, on va voir comment. » Ils disent « Mais non, il ne peut pas gérer tout de suite. » Il y a des gens professionnels, le nombre d'arbitres qu'il y a autour d'un terrain de basket ou dans un terrain de basket. Donc, nos élèves, ils peuvent pas le faire en 2 heures de PS par semaine, je rappelle. Alors, Gilles et Serge, merci de votre présentation. Je rappelle que vos propositions, on va les retrouver dans une publication bientôt, qui va sortir semaine prochaine. On va pouvoir retrouver l'ensemble de vos propositions pratiques. Derrière ce que vous dites, quand même, on sent, alors, vous nous avez présenté, quand on a préparé cette émission, un tableau qui présente une articulation des situations avec une complexité. Je pense qu'on va vous le mettre à l'écran. J'ai envie de vous dire quand même que ce qui se dégage de votre présentation, de façon très marquée, c'est au début, c'est le jeu, au milieu, c'est le jeu, à la fin, c'est le jeu. Oui. Et jouer. Oui. Donc, est-ce que je comprends bien sur quoi vous avez voulu insister, en disant, retrouvons en éducation physique et sportive du jeu et encore du jeu, et c'est ça qui permettra de faire progresser les élèves. Peut-être une réaction de vous deux autour de cette question-là, avant de clôturer je veux bien. L'intérêt de ce tableau, donc, que vous retrouverez, alors il est illustré sur la première partie, c'est les vidéos que vous avez vues. Après, tout ce qu'a développé Gilles sur les droits des joueurs et l'affrontement, c'était aussi dans la vidéo, mais c'est un peu long, puisqu'elle fait 6 minutes en tout, 3 minutes et 3 minutes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce tableau, il illustre 2 choses. Il illustre l'ensemble des unités réglementaires momentanément isolables et qui sont des droits des joueurs qui gèrent l'affrontement. C'est-à-dire que dans les zones vertes, vous avez les droits des joueurs où vous avez peu d'affrontements. C'est les vidéos que vous avez vues. Et tout ce qu'a développé Gilles tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on donne les droits des joueurs, quand vous voyez sur la partie de gauche où on rentre dans le rouge avec la double flèche, c'est plus le porteur de balle a le droit de porter la balle en main et plus il va générer évidemment de l'affrontement potentiel. Donc ça, on peut et on doit le systématiser et les élèves et le prof, l'entraîneur et les pratiquants doivent pouvoir gérer cet affrontement de manière explicite en disant voilà, on utilise tel type d'affrontement, tel type de charge. Non, on garde pas la balle. Si on est bloqué, si on est plaqué, on a perdu la balle. C'est toutes les situations dans le niveau vert. Par contre, comme l'a développé Gilles, si on dit il faut se familiariser à l'affrontement
eh ben effectivement, vous avez le droit en tant que porteur de balle de garder la balle après l'affrontement, mais toujours dans la dialectique affrontement et libération. C'est-à-dire qu'il faut que sans arrêt, tu puisses donner le droit aux joueurs, par rapport à la définition du rugby de mouvement, c'est affrontement le plus loin possible. Gilles le disait même pour garder la balle au sol, aller au sol pour la continuité du jeu, mais pour la libération. Donc c'est pas la définition qu'on a donnée d'un rugby sport collectif de combat, bof, quoi. C'est d'affrontement avec la libération de la balle pour la continuité du jeu. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est que ce tableau, il résume si on a une rencontre, comme tu as pu le voir à la vidéo là avec les poussins. En fait, il y a toutes les règles du jeu. Donc, c'est les 3 autres minutes de la vidéo qu'on mettra sur le site, alors soit sur le site du SNEP, soit le site sur CRMT. Et vous verrez qu'en fait, c'est très intéressant parce que l'ensemble de ces règles qu'on appelle la matrice réglementaire, parce qu'elle produit l'ensemble des techniques, comme l'a dit Gilles, comme l'ont dit Yvan et Daniel, ça reproduit l'ensemble des techniques, mais l'intérêt, c'est que ça constitue un référentiel commun. À tous les moments du jeu que vous avez pu voir, le joueur a le choix, et il le sait, soit de donner la balle, soit d'éviter, soit de donner en 2 contre 1, soit de garder la balle, de défier, ou de la garder balle en main. Et donc, pour lui, c'est l'initiative individuelle dans la référence collective et qui donne une dynamique extraordinaire de motivation chez les élèves et qui permet aussi, tu posais la question du règlement, d'aller vers l'auto-arbitrage. C'est-à-dire qu'en fait, on revient aux origines du jeu de rugby en 1850. Les Anglais ont beaucoup inventé une chose, c'est le self-government. C'est-à-dire qu'on a 2 joueurs capitaine, arbitre, et c'est les 2 joueurs, et tu changes toutes les 10 minutes, ou tu changes à chaque rencontre, et c'est eux qui gèrent le rapport de force, et c'est eux qui se mettent d'accord sur le respect des règles. Et sur les tournois, là, ce que vous avez vu, pour terminer, sur le tournoi interclasse de CM2, les gamins s'auto-arbitraient. C'est-à-dire que les instituts sont sur le côté, ils et elles comptent les points, mais les gamins sont totalement, ils ont pris en charge ce référentiel des règles et ils s'auto-arbitrent puisque c'est leur droit des joueurs. Merci Serge. Gilles, oui, le jeu, début, milieu et fin. Oui. C'est tout à fait. Et ce tableau-là, il est pas exhaustif. Il est pas exhaustif, il en reste. Mais dès l'instant où on a considéré que cette règle, on pouvait en faire un match et que des jeunes pouvaient arbitrer ce match, alors on le valide et on en fait comme une situation référence dans l'apprentissage. Est-ce que tu es capable de jouer avec ça? Ah ouais, bah tu vaux ça. Voilà. Et donc ça c'est important, mais par contre, faut pas le lire du début du 1 à 7. C'est une progression dans les paramètres d'affrontement. Mais ça peut très bien s'intervertir, passer de gauche à droite. Paramètres d'affrontement et de compétences développées chez les joueurs. Voilà, c'est ça. Donc on l'utilise. Donc oui, le jeu. Et je crois qu'en EPS, il faut qu'on réussisse avec les collègues à leur faire comprendre que dès l'instant où ils font un sport co, toutes les situations qu'ils présentent avec les joueurs, il doit y avoir cette logique du jeu, de la possibilité de réversibilité, c'est-à-dire l'adversaire peut récupérer le ballon et que c'est cette alternance d'attaque et de défense qui met du jeu, qui met de la vie et il faut s'éloigner de plus en plus de ces situations analytiques en EPS où on n'a pas le temps, où il y a 4 élèves qui jouent et les autres qui regardent. Je crois qu'en EPS, il faut qu'on réussisse à changer notre pratique et qu'on mette le jeu, j'ai envie de dire le match, je vais être un peu provocateur, le match au centre de l'apprentissage. Merci Gilles Mallet et Serge Retches encore pour votre contribution. Alors justement, pour continuer à aller plus loin, je vous propose un certain nombre d'ouvrages que nous allons vous présenter dans la partie Kursk. Alors, le premier ouvrage qui est finalement de vos premières productions, qui était dans le contre-pied, qui est complètement disponible en ligne, le contre-pied rugby. Vous connaissez la revue Contre-pied, qui croise des regards à la fois théoriques et pratiques sur différentes activités.
tous les articles sont disponibles et vous allez pouvoir lire un certain nombre d'articles, notamment de plusieurs personnes ici présentes dans cette soirée-là, mais pouvoir aussi approfondir pour l'étude et l'enseignement du rugby en éducation physique et sportive. Sur le site de l'association Rugby en Mouvement, alors l'association Rugby en Mouvement a été créée pour partager, divulguer le modèle de René Deleplace, pardon, je me suis trompé sur le nom de l'association, hein, c'est l'association du CRMT, pour divulguer et partager le modèle de René Deleplace avec de nombreux sportifs, mais aussi plusieurs enseignants d'éducation physique et sportive. Cette association a été créée par plusieurs personnes à la fois, Pierre Villepreux, Jacques Dury, Daniel Boutier, Gilles Mallet, Cédric Chess, Patrick Ladoge. De nombreux collègues aujourd'hui sont très actifs au sein de cette association. Au sein du site, vous allez pouvoir trouver des regards articulés théorie et pratique, des analyses de match aussi, et bien sûr, un des ouvrages fondateurs où vous êtes revenu à la fois sur l'analyse théorique et les fondements de René Deleplace sur l'enseignement du rugby, mais plus largement des sports co, mais plus largement de l'éducation physique et sportive. C'est l'article du rugby de mouvement, un projet global pour le PS et les STAPS. Fabrice va vous le partager du point de vue des... vous la partagez d'ailleurs à l'écran tout à l'heure pour que vous puissiez avoir la référence et on vous le mettra de toute façon sur notre site pour que vous puissiez continuer. Le dernier ouvrage qui va sortir, donc comme on vous l'indiquait, la semaine prochaine, donc on l'a eu ce soir en avant-première, c'était le teasing de la soirée mondial, bientôt traduit en plusieurs langues, puisque d'ailleurs nous avons des copains qui viennent de rejoindre de l'Association européenne d'éducation physique et sportive ce soir, et donc on va peut-être le traduire en portugais bientôt pour le diffuser dans tout le Portugal. Alors, pour finir, Clic, Centre Val-de-Loire et UPOPI. UPOPI, c'est l'Université populaire des images. Ils se mettent à l'heure des JO un peu en avance, des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ils sortent un numéro spécial entièrement dédié à la question du sport et du cinéma. Un numéro exceptionnel conçu dans le cadre de la semaine de l'Olympiade culturelle qui articule un nombre de contributions inédites, variés, historiques, analytiques, pédagogiques, ludiques. Il y en a pour tous et toutes, alors faites vos jeux. Merci encore à tous nos auditeurs. Prochaine soirée de l'éducation physique en novembre sur la question du savoir nager et de la natation. Et on vous laisse avec un petit clip de présentation. On me fait signe que non. On vous laisse alors avec la fin et le générique. Et merci encore à tous nos invités. Bonne soirée. Au revoir.